Bonjour, je m'appelle Margorito de la chaîne du même nom et je m'incruste. On a lu le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez notre esprit de dévouement. Mais Margarito, je pense que les gens vont s'inquiéter de savoir si nous allons bien. Donc, on doit raconter comment on en est arrivé là à lire ce livre. Alors, par un heureux concours de circonstances, cette personne que vous connaissez et moi, on a pu s'organiser pour se retrouver et tourner une vidéo ensemble. Et au début, on voulait lire le livre de Louis Sarkozy, le fils donc, car son livre est sous-titré L'Empire des livres. Oui, son idée brillante, c'est de parler de Napoléon à travers les lectures de ce dernier. C'est ça, et donc ça tombait pile dans notre domaine, les livres. Sauf qu'entre-temps, on a eu une triple surprise. Ça a été une dinguerie apprendre que Nicolas Sarkozy était condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne, qu'il allait être placé en détention préventive et quasiment en même temps qu'il allait sortir un livre sur sa détention. C'était fou et ça a changé nos plans. On s'est dit pourquoi s'intéresser au fils quand on peut avoir le père. On a donc décidé de lire le journal d'un prisonnier en même temps, puis de nous retrouver pour filmer cette vidéo. Il y a aussi deux choses qu'on veut préciser. La première, c'est que, oui, lire ce livre a été un supplice. Oui, vraiment, vraiment. Toi comme moi, on n'en voyait pas le bout. Franchement, c'était une expérience pénible qu'on ne souhaite à personne, personne de vivre. Et la seconde chose, c'est que on s'est rendu compte qu'on pouvait difficilement faire une lecture chronologique de son livre, tellement il se répète, il redit les mêmes choses en boucle, et pourtant il y a vraiment 1000 choses à se dire sur ce livre, c'est une dinguerie vraiment. Donc on va plutôt parler des thèmes et de la façon dont il les aborde. C'était vraiment une bonne idée de faire ça, je pense. Tu m'as d'ailleurs dit quelque chose de très intéressant concernant ce livre. Oui, en fait c'est le premier livre de propagande que j'ai lu. Et j'espère pour toi le dernier. Parce que c'est important de dire qu'on est loin d'une daube, on est loin d'un livre inoffensif dont on peut juste se moquer. Au contraire, ce livre, il est très symptomatique et très révélateur d'un changement de posture de la place de la classe politique française. On est dans l'acceptation complète de la post-vérité. Voilà, le virage, il est assumé, et même si ça ne se limite pas à la droite, à toutes les droites, sur le sujet, c'est un peu les plus visibles quand même. Exactement, et en plus je me suis rendu compte d'un truc, il y a une façon très particulière et très efficace de faire de la propagande, c'est de s'inspirer de la littérature. Génial, non? C'est très français. C'est so cringe! C'est Et en so plus, moi, je me cringe! suis tournée, j'ai fait: Dès les premières pages, c'est bien simple, Sarkozy dit qu'il est en prison parce qu'il est de droite. J'avais été durant 5 ans président de la République française. Un honneur immense, une chance exceptionnelle, et aussi un délit grave aux yeux de tous ceux qui détestent le pouvoir politique, surtout s'il est de droite. Waouh! Oui, bien, je suis solidaire, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis solidaire. On est tout de suite dans l'idée de manipulation. C'est un piège qui s'est refermé sur lui. Et ça, ce n'est pas sans rappeler un grand classique de la littérature auquel il va beaucoup se référer dans son livre, Le Comte de Monte-Cristo. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais ça a beaucoup été commenté le fait que Sarkozy a pris le livre d'Alexandre Dumas avec lui en prison. Et il se compare même, littéralement au personnage principal d'Edmond Dantès. De toute façon, on le verra, ce livre est la preuve que le ridicule ne tue pas. Et ce qui m'a frappé, c'est que, de manière plus générale, dans tout le livre, Sarkozy va s'employer à faire un portrait de lui-même comme un héros romanesque. Mais déjà, il écrit plusieurs fois que les gens qu'il connaissent dans la vraie vie, ils disent que sa vie est un roman. Le main character syndrome est là, et en plus, le personnage de ce livre, il a été enfermé de manière injuste à cause d'un complot, et il va affronter son sort comme un héros de roman finalement. Et il essaye donc, par divers procédés, de nous inspirer de l'empathie pour lui. Les premiers mots de Carla à son réveil furent: Quel cauchemar! Qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur? Tout n'était pas préparé. J'ai des petites surprises à te proposer, Marguerite. J'adore. J'aime bien parce que déjà, on est à peine dans l'excès, vraiment à peine. Ah, la calamité s'est vraiment abattue sur ces pauvres gens. Fatalité, maîtresse de nos destins. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que on sent en fait à plein de moments que Sarkozy
Voyant que son incarcération, ça allait être une chose inévitable, et alors qu'il avait déployé énormément d'argent et de moyens pour éviter la prison, Sarkozy, en fait, il a fini par changer son fusil d'épaule et par embrasser, en quelque sorte, cette carrière de martyr et de grosse victime pour en faire un destin. Une saga qui allait finalement servir son image. Le choix était simple. Soit l'épreuve m'abattait, c'était la fin, soit elle me conduisait à devenir une meilleure personne. Mais alors attention parce que l'exercice est un peu technique, il faut inspirer de la pitié, mais il ne faut pas faire pitié. Eh, Sarko, il veut pas faire pitin, c'est hors de question. Absolument pas, donc il cherche à se faire plaindre, mais tout en donnant de lui une image d'homme courageux qui affronte bravement son sort. Je devais surtout contenir les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblablement ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. Il utilise le mot ourdi déjà, genre waouh. C'est tellement dramatique, on se croirait un peu dans du théâtre tragique, quoi. Fatalité, maîtresse de nos destins. Et en fait, sa technique pour nous inspirer de l'empathie, ça va être juste de se plaindre. En fait, si on doit résumer ce livre, ça va pas trop vous surprendre, mais c'est 200 pages de ouin-ouin, c'est trop injuste. C'est du ouin-ouin vraiment à la pelle, mais où Sarkozy, il se présente aussi comme une sorte de patriarche, un chef de clan et un père de famille solide qui doit encaisser l'épreuve pour ses proches. Ça revient énormément, c'est un homme de famille, c'est un daron quoi, Sarko. Si je défaillais, toute la solidité de l'édifice familial risquait de s'effondrer. Et je pouvais défaillir. Je me sentais comme le pilier de ma famille. Chacun de nous devait se hisser vers le haut, essayer d'apprendre de cette épreuve qui renforçait nos liens. Nous n'avions pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'alternative. J'étais si fière de cette famille recomposée, unie par l'amour et soudée dans l'adversité. On n'a pas pris les mouchoirs. Donc il se plaint, oui, mais de manière un peu, je trouve, grandiloquente et tragique. Mais c'est comme si c'était un homme qui s'effacerait derrière la grandeur de son destin. Et surtout, ce qui est amusant pour un lecteur ou une lectrice qui n'est pas riche, c'est que Sarkozy se plaint en prison de choses que nous connaissons toutes et tous, en fait. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Sarko a vécu l'expérience VIP en prison, mais attention, il n'a demandé aucun traitement de faveur. S'il en a bénéficié, c'était à son corps défendant. Il dit notamment à Macron « Je lui précisais même que je n'accepterai aucun traitement de faveur, toute modification étant susceptible de provoquer une polémique. » Et certains privilèges sont une preuve dissimulée, selon lui, que la vérité est de son côté. Ça doit être un complot, absolument. Il s'agissait de transporter un futur détenu à la prison de la Santé. Tout à coup, le ridicule de la situation m'éclatait au visage. Pourquoi tout ce protocole, tous ces honneurs, toutes ces précautions? Simplement pour masquer? Ou pour tenter d'atténuer un scandale judiciaire? Et concernant son traitement, toi, Margarito, tu as travaillé en milieu carcéral, donc il y a des trucs qui t'ont fait bondir. Oui, alors j'ai juste travaillé en milieu carcéral, je n'ai jamais été détenue. C'est bien de préciser. Voilà, je précise quand même. Mais il me semble que plusieurs choses sont quand même très étonnantes, notamment le fait que les gardiens frappent à sa porte avant d'entrer. Donc je suis pas spécialiste, mais je crois qu'une personne détenue bondit en entendant ça. Et moi, ce que je trouve absolument... En fait, j'ai même pas de mots, et j'ai cherché pour qualifier ce que je pense de ça. C'est... Il a pas fait de la prison seul. Déjà, il avait sa cellule privée. Bon. Mais en plus... La cellule à côté de la sienne a été réquisitionnée pour que 2 policiers puissent le protéger tout le temps, à tout moment, sur demande de Darmanin. Donc en fait, c'est pas que Sarko, c'est lui plus de personnes qui ont fait de la prison. Surtout que selon lui, tous les policiers, sans exception, se sont portés volontaires. C'était vraiment le I volunteer as tribute. Mais sauf que la personne que t'aides, c'est pas ta petite sœur, c'est Sarko, quoi. Et quand il raconte la prison, c'est pas juste le récit d'un incarcéré lambda. En fait, c'est vraiment l'homme privilégié découvre les ressorts d'une vie populaire et précaire. Par exemple, il faudrait pour lui quasiment une dérogation pour que les esthètes ne fassent pas de prison. C'est contre leurs principes. J'apprécie le beau. Je parcours les expositions avec enthousiasme. C'est peu dire que je me trouvais frustrée. La prison n'est, entre autres choses, pas faite pour les esthètes. Donc bon, les gueux qui ont du lino chez eux,
Ceux qui n'ont pas connu le beau, eux, ça va pas trop les changer, mais lui, mais il a rien à faire en prison, mais sortez-le, perfusez-le au musée d'Orsay pour le ramener à la vie mondaine, mais au secours. Cette injustice est un scandale. En fait, il est choqué de ses nouvelles conditions de vie, à commencer par son matelas, très très dur. Il dit même, on aurait pu se croire dans un hôtel bas de gamme. Et lui, il découvre aussi quelque chose que nous connaissons bien. La douche. Oui, alors j'ai pas réussi à retrouver l'extrait, mais je sais pas si tu t'en souviens, il y a un moment où il se plaint du fait que quand il va à la douche dans la prison, il est obligé d'appuyer plusieurs fois sur un bouton fixé au mur pour que l'eau s'écoule à nouveau. Et en fait, au moment où on lisait ça, je suis allée à la piscine. Et dans les piscines, par exemple, la douche est faite ainsi et personne ne s'en plaint. Enfin, il se plaint de trucs comme ça hyper lunaires et que tout le monde connaît, il me semble. On a appris aussi quelque chose de dingue sur Sarko. En la lignée de la douche, tu te souviens? Les Non, œufs. quoi. Ah oui, les œufs. Oui, alors dans le livre, il raconte qu'il y a une amie à lui, je crois que c'est une de ses collaboratrices de cabinet, qui lui a écrit une note avant qu'il soit incarcéré où elle lui rappelait le temps de cuisson des œufs et des pâtes. Et que lui, en fait, on comprend plus ou moins dans le sous-texte que Sarkozy n'est pas capable de se faire cuire des œufs et Ouais. des pâtes. Un homme inapte, en fait. Un homme complètement inapte. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? On a droit aussi à des révélations fracassantes sur la prison. Tu savais, Margarito, que c'était moche et sinistre? Tu savais qu'il n'y avait pas de couleur? Mais non. Aucun espace n'exprimait le plus petit espoir ou la moindre humanité. Je fus frappé par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. On est vraiment au niveau de Sarko s'est compté 2 par 2 et lassé ses chaussures. Il découvre le b.a.-ba de la prison. Je vivais comme dans un huis clos. Quoi? La prison serait-ce un espace de privation de l'ensemble des libertés? Mais comment est-ce possible? La prison est un huis clos! Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? Et ce qui est dingue aussi, c'est à quel point Nicolas Sarkozy tient absolument à se distinguer des autres détenus, qui eux, ils sont indubitablement là parce qu'ils l'ont mérité. Et il les met vraiment à distance pour bien souligner à quel point lui, il n'est pas de ce bois-là, ils ne sont pas sortis du même moule, et donc à quel point finalement il n'a rien à faire ici, c'est forcément une erreur, et pire, une injustice. Certains de mes nouveaux voisins ne semblaient pas bénéficier d'un équilibre mental optimal. Un détenu s'acharnait à frapper les barreaux de sa cellule avec un objet métallique. Ce vacarme a duré plusieurs minutes. Elles m'ont paru interminables. L'ambiance était menaçante. Bienvenue en enfer! Ton indirect libre comme ça, il utilise ça tout le temps pour mettre dans l'emphase. Et donc si vous avez l'impression que c'est écrit comme un polar des années 80, c'est le cas. Et donc on rappelle que les personnes dont il tient absolument à se distancer, cette population carcérale, au passage, elle est constituée à 63,5% de personnes ouvrières ou sans profession, et qui a vraiment une surreprésentation des catégories sociales les plus démunies en prison. Sarkozy, the American. Chacun s'adressait à moi en utilisant le titre de président. Je sais pas si t'as remarqué, mais à l'entendre, à le lire, tous les gars de la prison étaient fans de lui. Et donc non seulement il est continuellement traité, enfin Sarkozy est continuellement traité comme un haut dignitaire, mais partout où il va, il reçoit des hommages et des marques de soutien des Français. Je savais pas que nous, les Français, on se disait autant de choses unanimement. Au fond, les Français n'avaient pas encore réalisé que je devrais me rendre à la prison. Cela demeurait de l'ordre du virtuel. C'était tellement inconcevable. Ah bon? Ah bon, les Français se sont dit ça. Tous les Français se sont dit ça. Et est-ce que ces Français, ils sont avec nous dans cette pièce en ce moment? Et en fait, son destin n'est pas que le sien, il a un discours quasi messianique dans lequel l'injustice qu'il subirait, ce serait celle de la France entière. C'est pas Sarko qu'on emprisonne, c'est la France qu'on condamne. Le combat que je mène est beaucoup plus large que celui qui serait réduit à ma seule personne. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Et il raconte aussi, les gens lui écrivent tellement de lettres que la prison doit revoir toute sa logistique. Quel enfer, quel problème il a créé en étant là-bas, parce que moi je pensais aussi à tous les déplacements qu'il devait faire à l'intérieur de la tôle et où personne ne devait le croiser. Je pense qu'ils sont devenus vraiment fous dans la tôle. Tu te souviens d'ailleurs à combien d'exemplaires il a reçu le prix Goncourt, là, le Mauvigné? Je crois qu'il disait plusieurs dizaines au moins. Il en a reçu 30. Mais non. Les gens qui ont envoyé des trucs à Sarko, son fan club là, vraiment ça me termine. Ils ont dépensé leur vrai argent pour lui. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Aussi, à chaque fois, il prête des intentions aux gens qu'il rencontre. Les gens sont tous secrètement gênés, embêtés. Ils sont tous
un peu de son côté, mais ils peuvent pas l'exprimer, bien sûr, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent dire publiquement. Je percevais cependant que le procureur de la République financier était gêné. Il réalisait sans doute ce qu'il était en train de faire et l'inadéquation complète de cette mesure à ma situation. Le mentaliste, en fait. Le mentaliste. Et il faut aussi parler de toutes les situations lunaires qu'il décrit. Tu sais, la fois où il rentre dans un resto avec Carla. Et que tout le monde se lève et l'applaudit. C'est sans doute, tu sais, comme les files d'attente pour les dédicaces, c'est dans son quartier parce que je pense que ça se serait pas passé exactement de la même manière dans un resto près de chez moi. Et en bafouant mon innocence, on a abaissé la France. Il suffit pour s'en convaincre de lire la presse internationale qui a beaucoup critiqué l'outrance de ma condamnation. On a trouvé à peu près 0 article en ce sens d'ailleurs. Mais dans des journaux à nous ou des journaux indépendants? C'est presque inquiétant quand il sort quelque chose comme ça. J'ai vu, à l'occasion de mon incarcération, la force de ce lien charnel qui me lie avec tant de Français. Ça dégoûte. Il est indestructible parce qu'il est aujourd'hui parfaitement désintéressé. Je ne suis plus dans la politique. Je n'aspire nullement à y revenir. Il n'y a donc aucune arrière-pensée, aucun utilitarisme, aucun cynisme. Juste des sentiments. Et au fond, c'est définitivement ce qui compte le plus à mes yeux. Quelle grandeur d'âme, et une grandeur d'âme d'ailleurs reconnue par tous les gens qui le côtoient et qui ont la chance de bénéficier de son aura, comme les gardiens. Quand il est libéré, il décrit ce gardien qui lui confie: Vous avez une grande influence sur nous. C'était important de pouvoir parler avec vous et vous voir vivre au quotidien. Votre discipline pour le travail et le sport nous a impressionnés. Eh ben, en tout cas, j'ai appris que Sarko, c'est vraiment l'idole, l'inspiration de tant de Et Français. froncé. T'inquiète, il a encore beaucoup à nous apprendre. La haine n'a donc décidément aucune limite. C'est pas très étonnant, même si ça devrait nous étonner, mais Sarko martèle à l'infini son innocence. Il discrédite tous les procès contre lui. Il tourne en ridicule l'appareil judiciaire qui le vise, et pour cela, il utilise des stratégies rhétoriques qu'il utilisait déjà depuis très longtemps d'ailleurs. Quelle indignité. Et c'est vrai que quand on le lit, surtout si on n'est pas très au clair avec le dossier, on en vient à douter. En fait, il ouvre des petites brèches parce qu'on se dit que quand même, il y a sans doute des choses pas très claires dans cette histoire, surtout s'il le dit avec une telle assurance. D'ailleurs, il commence son livre avec cette affirmation lunaire. Je ne suis pas un homme violent, ni un agresseur. J'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. T'as envie de lui dire, mais quel rapport, gars? Quel est le rapport? Pourquoi? Je vais vous le dire. Comme si ne jamais avoir tapé personne, être en règle vis-à-vis de ses impôts, ça lui donnait immédiatement une sorte de manteau d'immunité qui rendait impossible le fait de commettre des délits potentiels de toute autre nature d'ailleurs, dans le cadre toujours des fonctions politiques qu'il a exercées. Il a d'ailleurs toujours eu cette même rhétorique quand il dit Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. il se drape dans ce qu'il considère être une attaque honteuse, une question qui ne mérite même pas d'être posée. Et en fait, il retourne le faisceau contre la personne qui pose la question, qui, elle, est une grande bassesse morale de la poser. En fait, ça lui permet de jamais se confronter aux accusations, de ne jamais daigner y répondre, comme si c'était en dessous de lui. En fait, tu sais, c'est un petit pas de côté, là, une petite esquive, pfiou, dont il faut pas être dupe. Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire? Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement? Quel crime avais-je bien pu commettre? Margarito, t'as combien de temps devant toi? Parce que la liste, là, elle va être un peu longue, hein. C'est quand même incroyable qu'il puisse écrire ça en toute détente alors qu'il est multicondamné et poursuivi dans de nombreuses affaires. Il a été condamné dans les affaires Bismuth et Big Malion. Il y a l'affaire des financements libyens pour laquelle il a fait appel et la fausse rétraction de Takieddine. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est toujours dommage que la justice vienne si tard. On rappelle d'ailleurs, pas du tout, parce qu'on est obligé que dans le droit français, il est présumé innocent de toutes les affaires qui n'ont pas encore été jugées ou qui sont portées en appel. Le mot présumé est important ici. Et c'est presque un peu marrant, parce que son argument de défense principale, que l'on retrouve repris en chœur un peu partout, c'est parce qu'il a été président de la République, on ne peut pas envisager qu'il ait commis de tels actes, qu'il ait potentiellement reçu, fait transporter des valises remplies d'argent et tout le reste. Alors que c'est précisément parce qu'il a exercé la plus haute fonction de l'État français que les faits sont particulièrement odieux. Pour clamer son innocence sur des pages et des pages, et on sait qu'il en a noirci beaucoup, il a recours à une stratégie de sélection amnésique.
Par exemple, quand il parle de sa détention provisoire, il rappelle que c'est abusif, car il n'aurait jamais été tenté de fuir. La France et son pays. Rien, absolument rien ne justifiait cette décision d'une brutalité inouïe. Bien sûr que la détention provisoire existe dans notre arsenal juridique pour ceux qui pourraient être tentés de se soustraire à la justice. Cela n'a jamais été mon cas. Mais en fait, volontairement, il oublie de dire que dans son cas, il n'a pas été placé en détention provisoire parce qu'il y avait un risque de fuite, mais à cause de l'exceptionnelle gravité des faits selon le jugement du tribunal. Et il dessine son portrait d'innocent un peu en creux, il se compare sans cesse aux vrais criminels qui sont à la santé pour bien se mettre à distance d'eux. Eux, ils sont là encore une fois pour une bonne raison, contrairement à lui. Mes futurs voisins seraient au choix des terroristes islamistes, des violeurs, des assassins ou des narcotrafiquants. Délicieuse perspective. Et il va d'ailleurs même jusqu'à convoquer sa propre santé mentale. Il décidait d'être ailleurs pour sa santé mentale, il se dissocie un petit peu. Parce que oui, l'argument et même le terme de santé mentale, il est aussi pas mal utilisé par des gens très privilégiés pour s'affranchir de leurs responsabilités. Il fait d'ailleurs des révélations assez inattendues sur sa personnalité, ça t'avait relevé 2 3 exemples. Oui, il y a beaucoup de passages où il parle de son tempérament. Bonne poire, gentil, je vous jure que c'est vrai, il parle de lui comme ça dans le livre, il dit qu'il est pas rancunier. Et la meilleure façon d'obtenir tout ce qu'on veut de moi, c'est d'être gentil. Et il dit, mot pour mot, un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir par gentillesse. C'est marrant, c'est pas exactement le Sarko dont on se rappelle, enfin, sans dévoiler notre âge, hein, mais nous, en tout cas, on se souvient de comment il était en tant que président. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il dit des choses comme Je ne suis pas à l'aise dans les situations incertaines, affectivement parlant. Bébou, il a un attachement insécure. Donc non seulement tout ça c'est difficile à croire, mais en plus je trouve que c'est le degré zéro de la manipulation, de se faire prendre en pitié comme ça et de minimiser son intelligence. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? Et puis en fait, surtout la nôtre, il nous prend vraiment pour des tanches. J'avoue, il nous respecte abs. Mais qui peut me le reprocher? J'aime bien ces petits moments de suspense. Comme on le disait au début, il faut garder à l'esprit ce qu'est ce livre avant tout. Un livre de propagande. Exactement. Et donc, rien n'est laissé au hasard. Et une des choses qui m'a le plus choquée à la lecture, c'est à quel point Nicolas Sarkozy profite de ce moment pour affirmer comme une nouvelle façon de se présenter. Et je dirais même qu'il y a presque une évolution de sa DA. Est-ce que c'est le moment où on parle du prêtre là? Oui, c'est le moment où on parle du prêtre et de Jésus. Si vous avez lu ou vu une adaptation du conte de Monte Cristo, vous vous souvenez peut-être que, lorsqu'il arrive en prison, le personnage principal, Edmond Dantès, rencontre un abbé. L'abbé, c'est un personnage qui est très important dans le roman, qui va lui transmettre sa sagesse et qui va rediriger en quelque sorte le sentiment d'injustice du personnage principal. Et Nicolas Sarkozy aussi, en prison, il a rencontré un abbé. Mais non! Mais hasard de dingue! Et ça, il va beaucoup nous en parler. Oui, vraiment, dès le premier chapitre du livre, Sarkozy multiplie les allusions au christianisme et au bon Dieu. Il nous dit même « Nombre de mes amis m'expliquèrent que l'enfermement qui m'était imposé m'offrait la chance de mieux percevoir la lumière. Il Oh. convenait en conséquence que je me laisse toucher par cette grâce. Je n'en ai fait la confidence à personne, mais j'ai pensé, à ce moment précis de ma vie, que la prière pouvait être d'un précieux secours. » Et le premier soir de son incarcération, on a une scène incroyable où Sarkozy est allongé sur son lit dans le noir et il y a plein de gens qui hurlent par les fenêtres des cellules des insultes et des menaces envers lui. Nous désapprouvons bien sûr ce comportement. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Et donc, Sarkozy entend tout ça et il écrit « Dans cette atmosphère désespérante autant que menaçante, j'ai soudainement éprouvé le besoin de m'agenouiller au bord de mon lit. J'ai prié, je ne l'ai pas vraiment choisi, ni réellement décidé. J'y avais pensé avant d'entrer en prison, j'avais imaginé le faire. Mais en situation, c'est venu comme une évidence. Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice. » Mais du coup, après s'être comparé à Raymond Dantès et Dreyfus,
Là, le mec se compare littéralement à Jésus. Et oui, tu sais ce qu'on dit, hein, sky is the limit. Il se compare encore à d'autres trucs, non? Ouais, à un moment, il se compare à un taureau. En fait, c'est quand il y a tous les journalistes devant la prison, il dit: «À la corrida, le moment de la mise à mort est toujours le plus attendu». Sarko, un homme à abattre, mais qui s'est dessiné sa propre cible sur lui-même, finalement. Oui, et puis dans tous les cas, il fait comme si on allait le tuer, quoi. Alors qu'il a fait 20 jours de prison et qu'il est allé en vacances en Guadeloupe juste après. Voilà. Maîtresse de nos destins. Bref, franchement, j'ai la flemme de vous lire tous les extraits, mais Sarkozy, il va vraiment beaucoup nous parler de la prière et de ses rencontres mind-blowing avec un abbé qui rend visite aux détenus dans la prison. Et tout ça, il va le faire sans du tout examiner sa conscience. Enfin, c'est pas un truc de rédemption ou quoi, c'est juste pour supporter l'injustice de ce qui lui arrive. Et le texte, il est en partie un récit de révélation spirituelle, et ça, j'avoue, j'étais pas prête, je m'y attendais pas du tout. Et on s'attend pas non plus à la fin quand il nous dit cette dinguerie. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je me dois de la tenir. Si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes voir les malades et les désespérés. Oh my god. Imagine déjà que t'es à Lourdes et que t'es malade ou désespéré, et en plus tu vois Nicolas Sarkozy. Mais au secours! Et Nicolas Sarkozy qui pense qu'il va te guérir. Help! Et toute cette DA chrétienne, religieuse, etc. Enfin, en fait, s'il nous parle de tout ça, si ça a autant de place dans le récit, en fait, c'est pas du tout un hasard. Alors, c'est nuit, donc c'est bon. Moi, je fais tac, lui, il tombe. Moi, je me mets là, et lui, paf. Ça tient, oui, ça tient. Non, en fait, c'est parce qu'on comprend qu'il veut absolument toucher les lecteurs et les lectrices d'extrême droite. Et d'ailleurs, moi qui ai eu l'immense bonheur de lire le premier livre de Bardella l'année dernière, c'était aussi sa stratégie. En fait, Bardella, dans son livre, il a beaucoup parlé de l'incendie de Notre-Dame, son lien très fort avec le cœur chrétien de la France, pour se rapprocher de cet électorat. Voilà, et donc Nicolas Sarkozy, non seulement il va un peu faire la même chose, il va se servir de Jésus, mais il va aussi se rapprocher explicitement de l'extrême droite dans le livre. Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens. Tu trouves pas que c'est trop choquant le nombre de gens qu'il cite nommément dans le livre? Mais vraiment. J'ai reçu une lettre de machin, j'ai reçu un appel de bidule, j'ai reçu la visite de truc, machin va absolument me rendre visite, etc. Silvio, on va commencer à travailler. En fait, on dirait qu'il veut nous montrer qu'il connaît tout le monde, qu'il a des dossiers aussi sur tout le monde. Il est un peu en mode je pèse et je pèserai toujours. C'est moi qui ai inventé le game. C'est un peu son It's Sarko bitch. Ce qui m'a surtout frappé, c'est à quel point il diabolise les personnalités de gauche qui, visiblement, tirent les ficelles de tout ce complot, mais en plus, il fait l'éloge d'un des collaborateurs de Marine Le Pen, Sébastien Chenu. Et il se félicite que de nombreux chefs d'État d'extrême droite voulaient lui envoyer leurs ambassadeurs et leur soutien. Il a notamment reçu avec plaisir la visite de l'ambassadeur de Donald Trump lui-même. Il n'y avait pour eux aucun enjeu ou intérêt particulier à se comporter ainsi. Cela illustrait des sentiments authentiques qui avaient été forgés tout au long de ma carrière. Mais bien sûr, c'était juste pour le love en fait. Bon, évidemment. Puis il y a un passage très intéressant d'ailleurs où il parle d'un autre ambassadeur, celui de Javier Milei, le président d'extrême droite argentin. Oui, il avait déjà rencontré l'ambassadeur argentin avant de se retrouver en tôle, et voici ce qu'il dit. Je l'avais trouvé compétent, sérieux et sympathique. Assez loin finalement de l'impression fantasque que pouvait donner l'administration de son pays depuis l'arrivée de ce nouveau président qui surprenait par son discours, ses attitudes et sa manière originale de s'exprimer et de gouverner. J'avoue avoir fait preuve d'une certaine couardise. Bien qu'ayant été sensible à sa démarche et à son souhait de m'adresser un message de soutien personnel de son président, j'ai eu peur que Milei plus Trump cela fasse beaucoup. Je souriais intérieurement en me disant qu'il ne manquait plus que la visite d'Orban et celle de l'ambassadeur russe pour que je finisse par risquer la perpétuité. Je souriais intérieurement. Mais qui peut me le reprocher? Ouais, il sourit et il ironise, et en même temps, n'est-ce pas hilarant ces gouvernements d'extrême droite et leur manière originale de gouverner?
Voilà, désolé pour ce moment de doom, mais on a choisi de faire des blagues dans cette vidéo. Le truc, c'est qu'on n'oublie pas que le livre de Sarkozy, malgré tout son ridicule, il est symptomatique du fait que toutes les digues ont complètement sauté, et qu'en France, aujourd'hui, un ancien chef d'État peut sans problème faire éditer un livre de désinformation, de propagande et d'apologie de l'extrême droite. Mais qui peut me le reprocher? Je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que ça y est, hein, la rupture est consommée, il n'y a plus de droite normale en France. Ce livre en est vraiment la preuve. Merci. Merci. Et merci à vous. Merci énormément de nous avoir écoutés jusqu'ici. Alors j'avais juste une question. Je voulais savoir, comme tu as plus d'expérience que moi des livres écrits par des politiques, comment tu situerais la lecture de Sarko? C'était le pire. C'était le pire? Ok, on est d'accord, parce que je vous jure, c'était un calvaire, vraiment, les 200 pages les plus longues de ma vie. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et à partager et liker la vidéo pour soutenir notre travail. Tu dis ça, toi? Bah oui, enfin, on s'est donné du mal quand même. Je veux bien faire ce boulot, mais dans une entreprise qui marche. Je n'ai pas fait 8 ans de traîtrise pour finir bénévole. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si cette collaboration entre nous vous a plu et si vous aimeriez qu'on en fasse plus. Parce que j'aimerais bien avoir un prétexte pour aller squatter chez Margorito. Y a pas de raison. Oui, je vais mettre moi-même des commentaires pour que tu viennes squatter chez moi, je pense. Love it. C'est parce que quand je Ouais. te lis, tu m'as dit ça. Love it. Love it. À bientôt, prenez soin de vous et on lâche rien. Ouais, bah bye, hein, parce que là, j'ai peur. Ça fait peur. J'ai peur.